Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hoop Culture. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche de nouveau. Je suis rejoint par Théophile Omesser. Comment tu vas, Théo? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Un petit peu fatigué, hein, je te le cache pas. Là, on était toute la semaine sur les dernières fignolages, les derniers fignolages sur le MOOC Spurs dont on vous parlait la semaine dernière, là, notre numéro 14. Donc les yeux un peu cassés, mais bon, c'est pas grave. On est contenté. La fatigue du travail accompli, donc ça va. Un peu claqué, mais pour la bonne cause. Si vous voulez entendre un petit peu, une petite preview de ce MOOC, on vous conseille d'aller écouter le podcast de la semaine dernière sur le top 10 all-time des Spurs avec Shai et Antoine. On apprend plein de trucs et ça vous donnera certainement envie d'en savoir un petit peu plus. Et croyez-moi, ce MOOC Spurs, on y a mis tout notre cœur et plus encore. C'est clair. Et d'ailleurs, il y a des très beaux papiers signés de ta main. Donc, je dis pas lesquels pour l'instant. Je pense qu'on pourra le faire quand on présentera le MOOC. Tu pourras en parler plus en détail, mais hâte de l'avoir en main. Bon, bah, si vous êtes sur la newsletter, si vous zoomez sur certaines images, vous pourrez voir qui a écrit quoi, hein. En tout cas, je suis content que tu dises que je l'ai écrit de ma main. Ça prouve que tu n'as pas trouvé que je l'avais écrit avec les pieds. Donc, c'est parfait. Il manque le petit. C'est ça. On peut C'est enchaîner. parfait. C'est des blagues dignes de mes trois infos essentielles hebdomadaires. Bon, bah, Bah, écoute, à tout week-end, tout honneur, évidemment. All-Star Game, All-Star Weekend, là, vous voyez cette émission ce dimanche, mais on l'enregistre un tout petit peu plus tôt, donc on n'a pas encore connaissance de ce qui s'est passé, notamment dans les concours hier, et évidemment le grand match de ce soir. Mais voilà, on voulait nous plonger dans notre boîte à souvenirs concernant ce large thème, bien sûr, très très large concernant le All-Star Game. Je fais une petite aparté. Je sais que vous écoutez dans l'ordre, généralement, vous êtes à jour de vos podcasts Hoop Culture. La semaine dernière, on a fait un thème qui a beaucoup fait réagir sur les jerseys. Il y en avait deux que j'avais oublié. Je voudrais faire un petit aparté parce qu'il y en avait un, on en a beaucoup parlé cette semaine. Ça faisait partie des infos un petit peu qui sont revenues, puisqu'on a fêté l'anniversaire du match où Jordan a joué avec le jersey numéro 12. Ce fameux maillot, on lui avait volé sa tenue, donc il avait joué, je crois que c'était Orlando, je crois, avec un maillot 12 où il fait un match assez dantesque. Je pense que ce maillot 12 floqué qui n'était pas floqué d'ailleurs, il n'y avait même pas le nom derrière, le Bulls 12, pas floqué derrière, il doit falloir son pesant de cacahuètes. Et puisqu'on parlait de Jordan, il y avait aussi un autre maillot donc j'avais préparé, pas physiquement, mais je voulais t'en parler, j'avais oublié. Ça concernait ce fameux match, tu sais, où il avait joué en Italie, puisqu'il avait sa clause dans son contrat Love of the Game, où il avait le droit de jouer en pick-up où il voulait. Il avait joué un match avec une équipe italienne. C'était le fameux match où il avait brisé en 1000 morceaux sur un dunk, un panneau. Cette fameuse légende du shattered backboard, pardon. Donc voilà, c'était petit aparté parce que ça m'a hanté toute la semaine d'avoir oublié ça. Ça m'a foutu rage. ah, d'ailleurs, c'était vraiment cool de lire les commentaires parce qu'en les lisant, on voyait qu'effectivement, il y en a qu'on avait. Enfin, que moi, en tout cas, j'avais oublié, tu vois, auquel j'ai pas pensé dans l'instant. Mais c'était vraiment chouette de lire vos retours à vous, vos commentaires sur ces maillots. Sachant que voilà, c'est sûr que sur une thématique comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont forcément subjectives. Donc, c'est toujours marrant tu sais, quand tu lis, nous, on a dégommé tel ou tel maillot, puis quelqu'un dit, ah, mais moi, c'était mon maillot préféré ou c'est un des deux que j'ai dans ma collection. Donc, c'est toujours là. Mais en tout cas, vous nous dites toujours ça avec bienveillance. Il n'y a pas trop d'insultes. Et surtout, comme toujours, on ne parle pas des mamans. Donc, c'est purement Les- génial. On vous en remercie. C'est interdit de parler des mamans. Sauf pour Delonte West. Cette blague revient à chaque fois. On va, on va parler donc du coup du All-Star Game ou All-Star Ouais. Weekend en général, de nos souvenirs. Quand je te parle All-Star Game ou All-Star Weekend, toi, Théo, à quoi tu penses en premier? Eh ben écoute, moi le premier tout de suite, c'est... Attends, j'hésite. Tu vois, tu me dis le premier en fait, parce qu'il y en a deux qui me sont venus en tête immédiatement. Allez, si je vais dire le premier quand même, moi c'est 1992 parce que All-Star Game vraiment spécial voilà, pour remettre dans le contexte. L'été d'avant, à la surprise vraiment générale, Magic Johnson venait d'annoncer sa séropositivité et du coup venait de prendre sa retraite. On n'en était pas là où on en est aujourd'hui sur la connaissance de cette maladie. Ça avait créé pas mal de polémiques autour de voilà des joueurs qui avaient peur, qui voulaient pas du tout rejouer avec Magic parce qu'ils avaient peur d'être contaminés par sa sueur. Enfin, c'est pour dire un petit peu là où on en était à l'époque.
l'époque sur cette maladie. Pas mal de rumeurs qui avaient circulé aussi au sujet de sa sexualité. C'était encore une maladie qui était aussi pareille, il y avait le stigmate autour de l'homosexualité qui entourait le sida à l'époque. On ne se rendait pas compte que ça pouvait toucher tout le monde. Donc il y avait beaucoup de choses autour de tout ça. Et finalement, la NBA qui avait proposé malgré tout à Magic de participer au All-Star Game 92. Grand moment d'émotion parce que ce qui est dur de se remettre en tête, c'est qu'à l'époque, on pensait qu'il allait mourir en fait. On pensait que c'était limite ses derniers jours, ses dernières semaines, ses derniers mois. À l'époque, le sida, c'était synonyme d'arrêt de mort, donc on pensait vraiment qu'on n'allait plus jamais revoir Magic. Donc le voir sur le terrain, c'était grand moment d'émotion. Et en plus, là, le match, ça aurait pas pu être mieux écrit par un scénariste de Hollywood. Magic fait un match incroyable, il termine avec le trophée de MVP, il fait 3 sur 3 à 3 points. Sur la fin du match, même, il joue des 1 contre 1 avec des adversaires. Donc à un moment, il y a 1 contre 1 face à Isaiah Thomas, il marque un tir à 3 points de mémoire. Après, il se retrouve en défense face à Jordan et Jordan rate le panier. La foule exulte, il est MVP du All-Star Game. C'est un grand moment d'émotion, grand moment de sport. Et encore une fois, moi je me rappelle avoir vu ce All-Star Game en direct pour le coup, quand on le voit soulever le trophée, on se doute pas que derrière il va y avoir la Dream Team, que derrière on va même le revoir plus tard sur un terrain NBA, que finalement il sera toujours dans notre quotidien aujourd'hui encore en 2024. Donc c'était un moment plein d'émotions pour moi. Alors, la Dream Team, je crois c'était sûr qu'il y participe, hein, je crois. Il était prêt je crois que c'est en février, il me semble que c'était pratiquement bouclé. Mais c'était surtout marrant de le voir, parce que ce All-Star Game, sur le papier, il n'y a rien de foufou, hein. C'est un espèce de blowout horrible, il y a plus 40, je crois, pour l'Ouest. Il y a Bird et Wilkins qui sont pas là, qui sont remplacés, je crois, par Michael Adams et qui c'était Kevin Willis, leur seule participation. Donc c'était pas non plus incroyable, mais la présence de Magic, son sourire qui illumine ça, et comme tu disais, c'était cette impression que c'était peut-être la dernière fois qu'on le voyait. En tout cas, on pensait que son jubilé allait être les Jeux Olympiques, mais qu'on le voyait sur un parquet NBA. Le mec, certes, bon, au début, il joue quand même, il met 25 points, il a son ego qu'on connaît, il a envie de montrer que s'il était là, il pourrait casser quelques bouches encore. Et puis voilà, cette apothéose. Et tu vois, c'était un truc que j'avais beaucoup aimé. Alors après, c'est un souvenir que j'ai. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que quand il met ce dernier 3 points, le match s'arrête. C'est-à-dire, bon, laisse tomber, il y a plus 40. On préfère rester sur cette image, c'est formidable. Et j'avais trouvé dommage que, je t'en avais parlé déjà, que dans le All-Star Game 2003, quand Jordan met son shoot sur Sean Marion, on n'arrête pas le match en disant l'histoire, elle est tellement incroyable. Bon, on sait ce qui s'est passé derrière. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y avait tout ce climat de joie, mais également d'inquiétude. Puisque tu disais, il y avait de la suspicion. Et Karl Malone s'y connaissait autant en médecine que sur l'âge de la majorité pour la vie sexuelle. Donc c'est sûr que il y avait ce problème qui était là, et on ne savait pas comment réagir. Même nous, si on avait plus de connaissances parce qu'on était, entre guillemets, plus civilisés que certains, on pensait qu'en effet, on était déjà, parce qu'on ne voyait pas beaucoup d'images. Moi, je me rappelle, j'étais surpris, c'est terrible ce que je vais te dire, de le voir aussi shape, quoi. Je m'attendais à voir quelqu'un de fatigué, de creusé, alors que c'est idiot, puisque c'était heureusement pour tous ces gens-là, c'était pas la séropositivité ne te rendait pas malade tout de suite, la maladie ne se déclarait pas tout de suite. C'est vrai qu'on avait cet inconnu un petit peu, et finalement, moi, j'avais été assez content de voir que tout le monde avait joué le jeu, et que tout le monde avait montré l'exemple, parce que c'était essentiel de voir ces gars-là se rentrer dedans malgré tout, partager, se taper dans la main, se rendre compte l'image pour la jeunesse américaine et dans le monde entier, de se dire bon, le type est là, et puis c'est pas grave. C'est pas grave, on y va, il saigne pas, il n'y a pas, y a pas de contact à ce niveau-là. Donc c'était quand même un statement assez impressionnant, et encore une fois, la Ligue a été super à ce niveau-là, parce que même s'il avait été, ils étaient le cul entre deux chaises, hein, parce qu'il avait surtout été plébiscité par les fans, hein. C'est pour ça qu'il était là, hein, essentiellement. Donc, je ne sais pas si la Ligue aurait eu le courage de dire ah non, ça va pas le faire. En tout cas, ils ont quand même, effectivement, ils ont eu le courage malgré tout, d'accepter qu'il soit là.
Ouais, c'était beau. Pour la petite histoire, ce qui est pas de bol, c'est pour Clyde Drexler, parce qu'il fait un super match aussi. Et en fait, là, il se fait éclipser du All-Star Game par Magic. Voilà. La vie, ma Et vie, quelques mois plus tard, il se fait éclipser de la finale par Jordan. Et après, pendant l'été, il se fait défoncer à tous les entraînements par Jordan, qui arrête pas de lui rappeler qu'il l'a dominé au final NBA. C'était la belle année, mais en fait, c'était pas vraiment la belle année pour Drexler. C'est pas de bol, quoi. Putain, en plus, le tournoi pré-olympique, c'est chez lui aussi. Et les gens, ils venaient voir l'autre qui était qui prenait encore toute la lumière. Quel enfer. Franchement, le pauvre cette année, avec Anus horribilis pour Clyde Drexler à C'est ça. 92. Je me l'étais noté aussi là-dessus. Moi, je me suis noté plein de petits trucs sympas plutôt que plutôt que de développer. Alors, bien sûr, moi, un truc, par exemple, de 2020, ce putain de Rising Star Challenge que je déteste. Je trouve truc. 2020, c'était un drôle de All-Star Game, pré-Covid, puisque on n'avait pas encore tout fermé, mais post mort de Kobe, donc beaucoup d'émotions. Je me rappelle de peut-être la meilleure entrée de l'histoire de présentation de joueurs par Common à Chicago cette année-là. C'était absolument incroyable. Et puis ce Rising Star où j'ai l'image de Zion Williamson qui fait n'importe quoi. Je ne sais pas si tu te rappelles cette séquence où là, pareil, alors c'est nouveau dans les All-Star Games, il y a un moment donné, quand il y a un dunker dans l'histoire, on arrête le jeu, on lui donne le ballon et on lui laisse faire 2-3. Et lui, il en rate genre 3 d'affilée. On lui laisse le champ, il en rate 3 d'affilée, la balle part en touche, on lui redonne. Il met un rider qui rate, un 360 qui rate, puis à chaque fois qu'il la rate, la balle elle part au 4e rang. C'était pour moi, c'était le samedi, donc ça n'avait pas gâché le match du dimanche. Mais voilà, c'était très symbolique de ce qui se passe en ce moment. Ce grand n'importe quoi du Rising Star Challenge. On va voir cette année. Il y a encore le match là. Oui, il y a Victor qui participe. Oui, il y est toujours, mais c'est vrai que tu vois, quelque part, autant pour le All-Star Game, j'arrive à comprendre finalement pourquoi c'est pas vraiment serré, pourquoi les mecs cherchent pas à se blesser et tout, mais sur les jeunes, en fait, je comprends pas là. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus le côté non, on veut jouer, on veut défendre fort. Tu vois, ça, avec le match des jeunes, je le comprends moins, quoi. J'avais bien aimé, il y a une année où il y avait été. En fait, ce que j'aime bien, c'est que parfois, il y a des mecs qui viennent de l'étranger, donc ils sont rookies, mais c'est pas du tout des rookies. Et je me rappelle notamment d'Andrés Nocioni qui avait participé, peut-être des coups de coude à tout le monde. Lui, il jouait comme si c'était n'importe quel autre match, quoi. C'est pas joué autrement. Et ouais, ça continue à manquer, quoi. C'est vrai que le Rising Star Challenge, enfin le match des jeunes, là, c'est quand même dur, quoi. Mais puis moi, je comprends parce que tout le monde sait qu'ils vont se faire tomber dessus parce que c'est nul à regarder, c'est chiant et tout le monde va dire vous êtes vraiment chiant. Mais les mecs, ils ont rien à foutre. Ouais, je sais pas s'il y a trop de sorties avant, tu vois, s'ils sont trop happés par les à côté du All-Star, les fêtes, les machins, mais. Voilà, Indianapolis, ça devrait pas être la fofo. Hein. J'avais pas pensé du tout, mais ouais. Très bien priori, vu, très bien vu. A priori. Bon, qu'est-ce que t'as d'autre, toi? Allez, moi j'ai souvenir de All-Star Game 2000 pour le concours de dunk, forcément. Ah, bien sûr. L'un des plus beaux concours, parce qu'en fait, bon, forcément, obligé de parler de Vince Carter, sa démonstration monstrueuse, mais dans ce concours, il y a T-Mac et il y a notamment Steve Francis qui tape des dunks de malade. C'est-à-dire que c'est un des niveaux. Je trouve que il y a vraiment ces trois-là, en tout cas, étaient vraiment au-dessus du lot. En plus, c'était 3 joueurs qui étaient jeunes, mais qui étaient vraiment forts. Donc, c'est pareil, tu vois, c'est pas les mecs du bout du banc ou juste des dunkers. C'est encore une époque où il y avait des stars ou des futurs stars qui avaient à cœur de relever le défi. Et en plus, moi, c'est un super souvenir parce que c'est un All-Star Game que j'ai regardé à l'époque. J'étais à la fac et on avait une super équipe de basket à la fac. En garçon, en filles, on s'était tous retrouvés pour mater ça en équipe. Là. Donc, c'est voilà, super souvenir. Genre, je passe une petite dédicace à mes partenaires de l'époque, Xavier Dalmeda et Olivier Richaume, qui écrivent parfois dans le MOOC Rivers. Voilà, et à mon épouse Céline, parce que c'était chez elle à l'époque. Et ouais, super souvenir. Et c'est vrai que tu vois, le dunk, finalement, le fameux dunk de Vince Carter où il a le coude dans le cercle, sur la première action, en fait, je me rappelle qu'on n'avait pas compris, quoi. Puis on se regarde, c'est bizarre. Et puis après, c'est quand tu vois le ralenti que tu comprends ce qui s'est passé. Mais sur le moment en direct, on n'avait même pas saisi la folie du truc qui avait été tenté, quoi. Parce que sur le coup, si tu regardes bien avant de partir, il s'échauffe. Et rappelle-toi, il n'y a pas longtemps, on en a parlé, on a trouvé une vidéo, on s'est rendu compte que Kobe l'avait fait avant. Oui.
Je savais pas du tout, je pensais. Et Pareil. là, il y a une vidéo il y a pas longtemps où il y a un type qui fait une claquette dunk et je sais pas si tu l'as vu. C'est J'ai passé vu, cette si j'ai vidéo. vu. Ouais. Ouais. Bon, il monte un peu sur son défenseur, mais il colle une claque and dunk, le coude et il garde le coude dedans. Ouais, ça doit faire mal. Moi, ce qui m'a toujours fait peur, c'est au moment de retirer le coude, là. J'ai toujours eu peur que quelqu'un se coince le poignet de l'autre côté, le côté du cercle et que tu te retrouves à te péter le bras, à redescendre avec le bras en miettes, là. Mais Ouais, ça doit faire un mal de chien hein, quand tu te retrouves là-dedans, sur l'équilibre, sur la balance, là. Boah. ouais, c'est clair. Mais les dunks, Euh, j'en mets une. Allez regarder les dunks de Steve Francis et de T-Mac, là, sur ce concours. Ils sont complètement dingues. ah ouais, et puis c'est pratiquement les premières où c'était tellement attendu que toutes les caméras étaient aussi sur les joueurs. Et il y a ce grand Barnum où maintenant c'est trop, tu sais, où les réactions des joueurs. Et je me Mm. rappelais toujours de Dikembe Mutombo qui fait. Et puis tu sais, qui regarde tout de suite si on le filme, qui fait. Et genre, il en rajoute des tonnes derrière, genre, oh là 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 là. Putain, ils sont lourds quand ils font ça, j'ai envie de les claquer. Tu parlais de concours de dingue, bon bah c'est ça, on pourrait en faire des heures, hein. On va pas revenir. On a parlé de nos grands souvenirs de 88, de ces concours-là. Moi, un autre concours qui m'avait bien fait rire, par contre, j'ai pas noté l'année, c'était un concours de danse cette fois-ci entre Shaq et LeBron. Ah Euh, oui, oui. à un entraînement. Oh, cette Oui, image absolument. de Shaq est incroyable. Et je crois que Shaq qui est un personnage, on va dire, incontournable de sa période All-Star Game. Je m'étais noté aussi le 2009 où Shaq et Kobe sont réunis à nouveau pour la première fois. Shaq était à Phoenix, Kobe est aux Lakers toujours. Ils rejouent ensemble, ils partagent ce fameux titre de MVP. Bon, c'était un peu scénarisé parce que je sais pas, ni l'un ni l'autre méritait incroyablement d'être MVP. Mais surtout, il y avait l'entrée de Shaq avec les fameuses Jabberwocky Ah oui, où il exact. danse avec son masque et il les écarte comme ça les uns derrière les autres. Ouah, Shaq au All-Star. Et puis je crois que c'est dans celui-là aussi que Dwight Howard lui dit bah, viens, viens, il lui colle un petit pont et il va dunker derrière. C'est vraiment. Il était né et fait pour cet événement, lui. Mais tu sais, le concours de danse dont tu parles là, avec LeBron, c'est un truc de malade parce qu'en fait, La c'est mobilité. juste pas possible de faire cette taille-là et de danser comme ça. À un moment, tu le vois, il part au sol, il fait un début de coupole, je sais pas quoi, mais c'est quoi ce monstre génétique, athlétique? Quand tu Ouais. fais cette taille-là, ce poids-là, de pouvoir bouger ton corps de cette manière, ça a pas de sens, quoi. Et Ça a puis pas c'est de très sens. drôle, il met la main dans le maillot de LeBron pour faire son cœur, comme quoi il le bouffe derrière, l'autre est mort de rire. Ouais, quel showman, quel showman. Et tu vois, on avait fait l'interview de Georges Eddy pour Jordan là, dans le MOOC de celui-ci. Euh, et je sais que lui, il avait accompagné Shaq quand il faisait sa tournée avec les Fushnikens, là, sa première tournée au Zénith. Et c'est lui qui avait joué un peu son rôle de mentor et de chaperon. J'aimerais bien un jour qu'on fasse un vrai article sur que Georges il nous raconte la soirée et l'arrivée, enfin, le moment qu'il a passé avec lui hors basket dans le cadre d'une autre activité. Et son disque, en plus, moi, je trouvais que le premier disque qu'il avait fait il tenait vachement la route, quoi. Je Ouais, l'avais bah de toute façon, ça là reste à ce encore. jour l'un des meilleurs basketteurs rappeurs qu'on a entendu, hein, Oui, oui, largement, je pense. c'était ultra en 92, je crois, ce rap boom bap à l'ancienne. Il y avait Five Dog dessus. J'avais trouvé ça ouais, vachement bien. Outstanding, vraiment top. Et moi, j'en ai un autre. Alors, pour le coup, cette fois, c'était le match qui était vraiment bien. C'était 2001, avec une remontée incroyable de la conférence Est, menée par Allen Iverson et Stephen Marbury. C'est triste à dire, mais je crois que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de Stephen Marbury t'es sur un terrain en fait. Je parle pas d'action Oui, individuelle, oui. mais t'es associé à un succès collectif. Il avait mis un paquet de tirs à 3 points sur la fin et l'Est était revenu pour gagner alors ils étaient dominés. Et bah, moi c'est un de mes meilleurs souvenirs. D'une part parce que c'était l'année fantastique pour Iverson. Il a MVP du All-Star Game. Puis derrière, il y a les finales NBA où il emmène une équipe de Philadelphie où il y a franchement tous les mecs sont blessés. Et je me rappelle d'une infographie même où tu voyais une image d'Iverson et ils avaient noté toutes les blessures qu'il avait eues pendant la saison. Le gars, t'avais l'impression qu'il avait fait un accident de la route, qu'il s'était fait renverser par un, par un RER, quoi. Ça n'avait pas de sens. Et ouais, c'était chouette parce que voilà, des matchs qui ont été serrés du All-Star Game où les mecs ont vraiment posé leur ego un petit peu sur le parquet en se disant non, on va pas perdre, on va le prendre. Il n'y en a pas eu des milliers et celui-là était vraiment, vraiment cool, quoi.
Putain, c'est vrai que c'était un super match. Je me rappelle de la réaction et de l'excitation des joueurs surtout. Et ça manque, ça. Ça manque. Alors, c'est un peu revenu dans cette nouvelle règle où il faut finir avec un certain nombre de points, qu'il y a une vraie balle de match à la fin. Je trouve que c'était une vraie bonne idée, ça, ce qui se passe là, où tu as donc le game winner qui arrive, tu le sens arriver, tu sais pas qui va le prendre, LeBron qui l'avait pris quand il était à Cleveland, etc. Mais ça, c'était une vraie bonne idée, mais sinon, ouais, ça. Il n'y a pas beaucoup de piment. Par contre, moi, j'ai un souvenir en 2012. On présente les joueurs, on présente les remplaçants de l'Est. Et puis arrivent les titulaires. Il y a LeBron, Dwight, Wade et Melo qui ont préparé une petite chorégraphie. Et à côté d'eux, il y a un mec à qui on a dit, Jacques a dit, tu bouges pas, tu fais la gueule. Et tu as D-Rose qui est main dans le dos, comme ça. Et les autres se mettent à danser, il fait comme ça. Mais quelle rigolade. Mais c'est tellement. Ce passage, il est tellement mythique. Je crois que si Tellement j'ai une mythique. image à montrer à quelqu'un de D-Rose, parmi ces highlights, tu es obligé de mettre ça pour comprendre le personnage, quoi. Et ça t'explique tellement de choses. Ça t'explique ses larmes à Minnesota. C'est pas un jeu, quoi. Tu vois, à aucun moment c'est drôle son métier. C'est son métier. Il n'y a pas de quoi rigoler, quoi. Sur Quelle le moment, t'arrives pas à marade. savoir s'il est trop timide ou s'il est en mode non, mais moi je veux pas être associé à ces bouffonneries là. Faites les malins si vous voulez, mais moi c'est il y a mes gars de Chicago qui sont devant la télé. Je vais pas m'afficher avec vous, les gars. Et c'est vraiment une image, ouais, une image cultissime de Diros, clairement. Et puis alors, il y a eu plein de mèmes derrière avec des musiques débiles où lui, on a l'impression qu'en fait, c'est parce qu'il aime pas la musique. Enfin. Oh, putain, Diros, quel bonheur. En plus, c'est l'époque où il avait le crâne rasé et tout. Oh, putain. Et il est MVP en titre. C'est 2012. Donc Mm. c'est lui, c'est une superstar. Superstar absolue. Et moi j'en ai un autre, je vais repartir sur le concours de dunk, sur l'un des dunkers, je trouve, qui, je ne sais pas pourquoi, est tombé presque dans l'oubli. C'est Jason Richardson, qui est pour moi un des dunkers les plus phénoménaux que j'ai pu voir en match ou en concours. Donc il a gagné 2 fois de suite en 2002-2003 et même en 2004, qui était un concours pas terrible. C'est lui qui a tenté les trucs les plus dingues. Franchement, je pense qu'en concours de dunk, avant qu'il y ait un peu le renouveau avec Zach LaVine et Aaron Gordon, c'était vraiment le dernier grand joueur dunker en tout cas qu'on avait pu voir, quoi. Un mec qui avait un statut de All-Star, qui était meilleur joueur de son équipe ou pas loin du côté des Warriors, et les combos qu'il avait sortis, que ce soit Ryder avec la balle contre la planche ou tu sais, je crois qu'il tente une espèce de Ryder en lançant la balle au sol, rebond, il la chope en l'air et il tente un 360 Ryder là-dessus, des trucs que d'habitude, enfin tu sais, il y avait que la, comment dire, il y avait que la Slam Nation qui tentait des trucs Ouais, comme ça. ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, Dunker phénoménal, c'est quand en fait, je trouve que vraiment l'énorme déclin qu'il y a eu dans le concours de dunk, c'est à partir du moment où il a arrêté d'y aller. Lui, c'était la dernière fois qu'il participait. Et derrière, ça a été un petit peu le côté les, comment dire, les gimmicks, que ça soit Dwight Howard avec sa cape de Superman, que ça soit le birthday cake, ce genre de choses. C'était plus vraiment du dunk tel que nous on l'avait connu à l'époque en tout cas. Et derrière, il y a eu un vrai creux, quoi. C'est vrai que alors, ça a qu'un défaut, ce concours de dunk, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui pète un dunk, ils mettent des stromboscopes partout. Je sais pas si tu te rappelles le truc là, ils plongent la salle dans le noir, ils mettent des stromboscopes, c'était horrible. Mais c'est vrai que c'était. Moi, je trouve que c'est un des concours les plus. Alors, je sais pas pourquoi ça n'a jamais été. Peut-être. On a l'impression qu'entre Vince Carter et Zach LaVine et Aaron Gordon, il ne s'est rien passé. Alors que ceux-là, mais ils sont incroyables. Hors norme, Ah vraiment. ouais, complètement hors norme. Complètement hors norme. Ce qui était hors norme aussi, c'est en 2017, quand Giannis, il est très content. Lui, il a envie de jouer aussi. Et il comprend pas qu'il est pas là pour rigoler, qu'il monte sur Steph Curry pour mettre une claquette dunk, que Steph tombe en se marrant. Donc lui-même, il a pas pigé ce qui s'est passé. Et surtout, quand tu vois le ralenti, tu as Draymond Green, parce qu'à ce moment-là, il y a les 4 Warriors sur le terrain. Il y a Green, Thompson, KD et Steph Curry. Et tu as les autres qui font. Qu'est-ce qui se passe? Catastrophique. Mais c'était vraiment. Je trouve que, tu vois, je te parlais de Shaq.
Steph Curry et Giannis, voilà, je trouve que c'est deux personnages incontournables aujourd'hui dans les All-Star Games. Ils sont là, ils font la fête, ça les fait marrer, voilà, ils sont là pour ça et ils performent. Un de mes plus grands souvenirs de All-Star Game, même si le match est horrible, mais il y a 2 ans, quand Steph met 16 paniers à 3 points, dont 3 où il lâche la balle, il se retourne vers le public et il demande au gars, c'est genre c'est rentré, alors qu'il sait très bien que c'est rentré, mais quel génie du show, quoi. Le showtime à l'excès avec Steph Curry. Donc voilà, c'est vraiment. Le All-Star Game, c'est un match, mais c'est aussi des personnages qu'on est content de retrouver. On sait qu'il va se passer quelque chose. Et Steph, on sait qu'il va se passer quelque chose. Et cette année, en plus, alors là, malheureusement, comme je vous dis, on l'enregistre un peu en avance, mais il y a eu le concours hier avec Sabrina Ionescu. J'ai hâte de voir ce que ça a donné. Non, mais c'est vrai ce que tu dis sur le jeu et sur la façon dont ça se passe. Je m'étais toujours dit, tu sais, même une fois qu'ils étaient même loin de leur prime, que Jason Kidd et Steve Nash auraient dû continuer d'être invités systématiquement au All-Star Game parce qu'en fait, tu sais, ils créaient tellement de jeux que Mais les oui, mecs se mettaient à courir, que ça jouait, etc. Et t'avais pas ces moments qui sont toujours vraiment. Ouais, qui sont un peu chiants parce qu'il y a tellement de pubs, de coupures qu'en fait les gars ont mais c'est jamais le temps d'être chauds et le moment où ils commencent à se chauffer et à se mettre dedans, bah boum, ça s'arrête, qu'il y a une nouvelle coupure. Au moins avec des gars comme Jason Kidd ou Steve Nash, ça crée tout de suite un petit peu d'élan, tu vois, de fluidité dans le jeu. C'était pas tout de suite les actions bah, qu'on connaît quand même où personne revient en défense. C'est on te jette la balle, tu vas taper des dunks comme tu veux. C'est ce qui continue de manquer. Mais je pense que c'est aussi une conséquence, tu sais, un petit peu comme souvent on dit, il n'y a plus vraiment de rivalité, parce que par la nature des contrats, en fait, les mecs sont amenés, et ça, j'ai rien contre, à changer plus facilement d'équipe, donc aussi à changer plus facilement de coach. À l'époque, il y avait quand même aussi le côté, chacun voulait représenter un peu sa conférence en disant non, mais nous, c'est la meilleure conférence, c'est plus dur d'aller en finale quand on sort de l'Est que de l'Ouest ou inversement. Et donc, il y avait un petit peu quand même ce sentiment d'appartenance et cette volonté de représenter. Maintenant, quand tu fais 1 an et demi à Indiana, qu'après tu en fais 3 aux Clippers et puis ensuite 2 à New Orleans et tu te rappelles même plus dans quelle conférence tu te retrouves, tu vois, c'est plus dur c'est ça. d'avoir ce sentiment fort d'appartenance. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça avait été une réflexion de la Ligue. Je sais plus où j'avais lu ça. Tu te rappelles, à un moment donné, ils jouaient avec leur propre maillot. Oui, Blanc d'un côté, de couleur de l'autre. Et en fait, ils s'étaient rendus compte qu'ils avaient un peu flingué justement ce concept que tu disais là. Puisque là, du coup, bah, les mecs, ils représentaient leur club et ils représentaient plus leur conférence. Et ils avaient plus envie de taper conférence. Mais aujourd'hui, est-ce que ça existe encore, ce côté et encore, à l'époque, il y avait des rivalités de division, tu vois. Alors maintenant, ouais, c'est division. fini. Après, ils en étaient revenus, il y avait même les systèmes de draft où finalement il n'y avait plus vraiment de conférence avec chaque équipe qui fait. Moi, je trouvais ça marrant, moi. Ça m'avait fait marrer. C'est toujours, ouais, c'est compliqué. C'est vrai que je sais pas en fait s'il y a moyen de refaire du match, du All-Star Game, un match compétitif, à moins de rogner un petit peu sur tout ce qui est temps mort animation. Et on sait que la Ligue le fera pas parce que c'est quand même ça qui génère aussi pas mal Bien de sûr. thunes. Mais je pense que ça serait quand même ça parce qu'à un moment, les mecs sont tellement habitués à jouer que s'ils sont un peu dans le flow, bah, il y a quand même c'est des compétiteurs de malades en fait. Il y aurait plus facilement ça, je pense, qui referait surface et la volonté de gagner ou de pas se faire laminer en tout cas. Ou alors, une petite idée, celui qui gagne sa conférence a une place en playoff de plus. Un Une truc wild de card, ouf. imagine. Imagine. Bah, Ça le, serait le, dingue. le dixième, le dixième va en playoff. Voilà. Ils ont une place de plus. Bah ouais, mais putain, que faire pour qu'ils se bagarrent? Avant, en effet, il y avait un problème de rivalité, d'ego, d'envie de compétition. Maintenant, bon, après, maintenant, ils sont plus potes l'un et l'autre, à moins qu'on mette au Star Game Nurkic et Draymond Green. Mais bon, À la mi-temps. non, tout court. Tu sais, au lieu d'avoir la À nana qui danse l'entre-deux, avec les assiettes au bout des baguettes, là. il y a un concours de paintball entre les deux, là. Ou un truc où on met une cage au milieu. Très bonne idée, ça. Très, très bonne idée. Mais oui, mais Steph, voilà, Steph, c'est Steph. Et comme tu dis, c'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis c'était des créateurs de jeux, Jason Kidd et Steve Nash. Steph, s'il n'y a pas Steph, il n'y a pas deux actions dont on se rappelle ces derniers temps, à part ses shoots à 3 points. C'est son alley-oop avec la bounce pass pour Giannis. Et c'est le alley-oop qui lance à Dwight, à Dirk, qui est trop drôle, avec l'autre qui fait comme ça. Voilà. Mais s'il n'y a pas Steph qui est là pour faire une passe dans le dos et lancer un alley-oop en rigolant, bah, ça arrive pas.
C'est clair. Mais tu parles de Dirk, du coup, ça me fait penser aux mecs qui, année après année, ont été sélectionnés pour le All-Star Game, qui étaient contents d'avoir ça sur leur CV, mais qui avaient qu'une envie en tête, c'était que ça se termine. Genre, je pense que dans le top 3, il y a Dirk Nowitzki, Tim Duncan et Yao Ming. Les mecs qui en ont rien, rien à secouer, qui savent que leur jeu va pas du tout avec le concept du All-Star Game en lui-même, et qui sont là à attendre. Et en même temps, qui ont des statuts tels, que soit ils sont titulaires, soit ils sont obligés, les coachs sont quand même obligés de les faire jouer un peu. Et puis à la fin, je pense qu'ils doivent passer par l'assistant en disant non, mais c'est bon, dis au coach de me laisser sur le banc, je vais pas rentrer moi. Cela dit, D-Rose, on n'était pas loin de rentrer dans ton top 3 là, hein. Oui, c'est vrai. Pendant un moment, Yao Ming, bon, à la limite, il était malheureusement, il y avait cette malédiction du vote chinois, mais bon. Euh, Moi, il y avait un truc dont que je voulais raconter, parce que pareil, c'est dans les petites anecdotes, bon, les histoires de match, on les voit, mais un jour, tu sais, ils cherchent toujours des petites animations. Et puis un soir, en 2007, il y a Charles Barkley qui bosse pas avec ses potes sur TNT, et qui donc, un soir d'hiver, il va remplacer Steve Kerr comme consultant avec Marv Albert pour un Kings Lakers. L'arbitre officiel principal de ce match-là, c'est Dick Bavetta, et lui, toujours aussi brillant et sans sa grande gueule habituelle, hein, c'est pas le genre, dit: moi je suis sûr que je prends Dick Bavetta tranquillement à la course. Bref, le rendez-vous est pris samedi All-Star Weekend, ils font genre 4 allers-retours, 4 faux suicides pour voir qui est là. Alors Dick Bavetta, faut savoir, avait 60, presque 66, je crois, 67. Était un jogger invétéré, mais à son rythme, etc. Donc, il était en fin de carrière. Barclay, qui lui a 43, je crois, mais on dirait il en a 67 ressentis. Il est déjà, tu sens que, alors il a fait la fête la veille en plus. Genre, il avait pris un coach, un athlète, pour un type qui faisait les JO pour se préparer. Enfin bon, il y avait toute une narration pas possible. Bref, ils font 2-3 allers-retours. Barclay, à un moment donné, prend de l'avance, se met à courir en arrière, se prend les pieds, se vautre comme une merde. Dick Bavetta, qui pareil, se prend les pieds en rigolant, tombe, il se relève, il s'embrasse sur la bouche. Enfin voilà, c'était deux légendes quand même. C'est quand même le baiser le plus la kiss cam la plus célèbre de l'histoire du All-Star Game. Je trouve ça. C'est marrant. Voilà, ça n'a aucun intérêt, aucun sens, mais c'est des créateurs de souvenirs pour ça. Cette image de ces deux gars qui ont bataillé, parce que finalement, les arbitres ont les mêmes bagarres avec les joueurs qu'avec des adversaires. Donc, c'était vraiment marrant. C'était vraiment marrant. Sur les côtés un petit peu, presque à côté du terrain, moi je voulais quand même saluer la performance incroyable de la maman Gasol, qui a quand même réussi en 2015 à avoir ses 2 fils titulaires du All-Star Game dans 2 équipes adverses qu'on jouait. Donc c'est eux qui sont face à face pour l'entre-deux. Bon, je pense que du côté des Antetokounmpo, il va y avoir un petit peu de travail encore avant que ça puisse se produire, d'avoir 2 frangins titulaires All-Star Game. Mais ouais, quelle famille incroyable, c'est juste dingue. Alors, ce frangin titulaire All-Star Game, t'imagines ce qu'a dû ressentir Madame Kelsey, la maman de Travis Ah oui. Kelsey et de Jason Kelsey, qui, elle, s'est retrouvée avec les deux au Super Bowl, dans 2 équipes différentes, et elle a dû aller consoler un et aller faire la fête avec l'autre. Donc, c'était sur dans la même minute. Donc, c'était pas facile. Et d'ailleurs, on parlait des Kelsey, donc petit aparté NFL. Patrick Mahomes est devenu le premier joueur des 4 sports majeurs américains, donc basket, foot US, hockey et baseball, Baseball. à avoir 3 bagues et 2 MVP avant ses 7 premières saisons. Serais-tu capable de me dire qui est l'autre? 3 bagues et 2 MVP avant ses 7 premières saisons. Magic. Bah, moi, je croyais que c'était Magic. Bah, c'est Bird. Et Magic n'y est pas. Tu vois, Magic, Ah je crois oui. que Ok. il y arrive peut-être à la 8e saison. Donc pareil. Donc tu vois, Magic, même histoire. Ok. Brady, pareil, je crois que c'est la 8e année où il y arrive. Mais voilà. Donc pour vous donner quand même la performance de l'histoire. Et Du sur le, bonhomme. ouais, tu parles de Bird. Alors ouais, c'était un peu avant mon époque, mais il y a les anecdotes folles là. C'est forcément celle du concours de tir à 3 points, le Ah oui. premier concours de tir à 3 points de l'histoire, où je le raconte quand même pour si vous connaissez pas l'anecdote. Donc c'est la première fois qu'il y a le concours de tir à 3 points au All-Star Game.
Larry Bird attend que tous ses adversaires soient rentrés dans le vestiaire où ils doivent se changer avant de participer au concours. Il veut être sûr de rentrer le dernier et rentre en disant bon alors, lequel d'entre vous va finir deuxième aujourd'hui? Et bien sûr, derrière, il remporte le concours de tir à 3 points. Trash talking exceptionnel qui est derrière assumé comme toujours avec Bird. C'est un grand moment ça. Mais les images d'avant-match sont généralement géniales parce que ces gars sont donc, on va dire, concurrents, adversaires tout au long de l'année. Et ils se retrouvent, ne serait-ce que pendant 2 heures, dans le même vestiaire, au même Ouais. moment, avec des caméras sur eux. Il y a des images, bon, évidemment, de Shaq avec sa chaussure en téléphone. Mais je me rappelle, moi, j'avais beaucoup de tendresse pour la séquence où Iverson arrive et enlève Ouais. son bas et n'a plus ses tresses. Et tout le monde lui saute dessus, lui tombe dessus. Il y a les scènes avec Jordan en 98 qui dit qu'il va s'occuper du petit gars des Lakers. Que je sais plus qui portait, je crois que c'était The Morning qui porte le 45 avec Jordan qui lui dit 45, c'est pas un numéro porte-chance ça. Et toutes ces images, elles sont franchement très sympas et il se crée des petits trucs là-dedans parce que je me rappelle de Mutombo qui disait à Jordan ouais tu m'as jamais dunké dessus, tu me dunkeras jamais dessus et 3 mois après il y a cette image en 97 où il lui dunk dessus, il lui fait comme ça, il rigole en disant tiens, mais même au All-Star Game tu te rends compte que il fallait pas parler à certains, quoi, parce que Il avait son petit carnet à te. Attends, je note. l'enfer. Donc, comment tu dis ton nom? Mutombo, c'est ça? C'est bon, je notais. Dans son petit carnet Moleskine, numéro 7484 pour l'année. C'est ça. Avec marqué I took it personal sur la première page, avec une liste de noms de ouf derrière. Ouais, non, mais ces moments-là, c'est vrai que ouais, c'est ça aussi qui se perd un petit peu, je pense. Mais bon, c'est normal, tu vois, avec plus l'événement devient scénarisé, plus tu perds un petit peu ces petits trucs-là. Mais, euh, mais le truc d'Iverson dont tu parles, ouais, c'est un vrai souvenir. Parce qu'en fait, ce qui est Ouais. sympa dans ce moment-là, surtout, c'est que tu vois que lui, il est un peu timide, en fait. Tu sais, tu le vois qu'il est étonné de la Mais réaction oui, des autres et tout, il est touché, tu sais, c'est assez marrant, quoi. et c'est ce qui rend cette scène. Et Iverson, je pense que c'est quelqu'un, je me rappellerai toujours cette scène très émouvante où il y a je crois que c'est le premier match à LA suite à la mort de Kobe. Et en fait, lui, il serre la main des gens, il a le maillot numéro 8 et D-Wade arrive derrière lui pour l'enlacer. Et tu vois, c'est un gars, en fait, c'est un enfant, Allen Iverson. Et en 2003, quand Jordan met son shoot, c'est lui qui va le chest bumper, mais d'une puissance. Et Jordan est interloqué. Ça le fait marrer. Lui, là, c'est pas sa génération de faire ça. Et c'était marrant. Je trouve que ce gosse est tellement attachant, en fait. C'est Et ça tu sais, le, c'est marrant le parce que truc. j'avais noté forcément le 2003, le dernier All-Star Game de Jordan, qu'aurait certainement, comme tu le disais tout à l'heure, été MVP si le match s'était arrêté après son tir incroyable au-dessus de Sean Marion. J'avais complètement oublié. Est-ce que tu sais combien de tirs il a pris Jordan sur ce All-Star Game? Non, 27 tirs. non, je savais même pas. J'ai vu ça tout à l'heure, j'ai halluciné les fans. 9 sur 27, donc c'est même pas comme s'il avait commencé avec la main brûlante et tout. Parce Tu qu'on te dis, parlait, mais... on parlait du dernier match de Kobe avec ses 50 shoots. 2016, ils prennent 286 shoots. 196, 173, c'est le fameux, je crois. Enfin, non, je crois que c'est en 2017 où il y a AD qui met 53 points, enfin, qui en met 60 dans un match où je peux en mettre 42, hein, tellement il n'y avait pas de défense. Mais 286 shoots, quoi. C'est Pour le ça, match le plus prolifique, bien sûr. Bozidar Malkovic, il devait être en PLS dans son appart. T'sais, tous les coachs défensifs qui ont dû lancer comment dire, ils ont dû lancer un groupe de WhatsApp entre eux, tu vois, pour essayer de mettre comment dire, en place un plan pour redresser un petit peu le basket à leurs yeux, mais ouais. Pas le match si t'aimes la Et, et du, défense, et quoi. du All-Star Game sont nés tu vas pouvoir nous en parler parce que je sais que tu connais bien le truc, sont nés des bifs et des légendes totalement folles. Et je vais te parler, moi, d'un All-Star Game au milieu des années 80 qui s'appelle le Freeze Game, où, soi-disant, l'équipe de l'Est ne donne pas le ballon à Michael Jordan et Isaiah Thomas aurait mené la fronde et dit on ne lui donne pas le ballon, interdit. Qu'est-ce que tu Bah ouais. penses, toi, de ça? Écoute, je pense que c'est pas impossible, hein, quand même, connaissant le côté
Alors, manipulateur, c'est peut-être le terme est quand même lourd, mais du moins stratégique, du moins d'Isaiah Thomas, c'est pas impossible. Si c'est le cas, en tout cas, il l'a payé cher. De toute façon, il a payé cher toutes les exactions envers les Bulls, il les a payé cher, Isaiah Thomas. Et il me semble avoir regardé que finalement, l'analyse statistique du match, en tout cas, corroborait pas forcément ça, quoi. C'était peut-être, ça avait certainement été peut-être un peu grossi, mais je pense pas que ce soit impossible, non. Qu'est-ce que toi, quel sentiment t'as sur ce match-là, toi? Rien n'est impossible, mais c'est vrai que l'histoire était trop belle pour la suite et je pense que ils en ont profité l'un comme l'autre, les uns pour avoir continué dans leur stratégie de démolition mentale, on va dire, de la Ligue, l'autre pour nourrir son esprit de revanche permanent. Donc, c'est toujours pareil, qu'est-ce qui est orchestré, qu'est-ce qui est mis en place, mais on a envie d'y croire. Moi, ce Freeze Game, j'ai envie d'y croire. Même si je l'ai quand même regardé, bon, oui, on peut dire que, mais bon, il y avait des affinités aussi. Il y avait les Pistons à l'époque avec peut-être plus de monde, ils se connaissaient depuis plus longtemps. Lui, c'est un jeune joueur. T'as envie de faire briller tes potes, plus ça se comprend aussi. Ça se comprend aussi. Nous, quand tu fais un match avec tes potes le dimanche, et qu'il y a trois qui arrivent et qui sont jamais venus, tu n'as peut-être plus envie de donner la balle à tes potes. Ça me paraît pas aberrant. Et dans le même genre, il y avait eu un match un peu similaire avec Shaq. Je sais plus en quelle année, si c'est 92 ou 93, un de ces All-Star Games-là, où c'était plus à l'inverse, c'était pas tant les mecs de son équipe qui avaient voulu arrêter de lui donner la balle, mais de mémoire, les mecs de la conférence Ouest, par contre, t'avais le sentiment que les intérieurs de la conférence Ouest s'étaient dit non, mais lui il fait trop le malin, c'est pas possible, quoi. Et je me Ouais, rappelle ouais, ouais. notamment que Sean Kemp lui avait mis un gros contre, alors qu'il n'y avait pas forcément une défense de fer non plus, et que tu sentais que, en tout cas, que les big men de l'Ouest s'étaient dit non, on va pas servir de matériel à publicité pour le gamin d'Orlando, là, on va lui montrer quand même ce que c'est que la NBA. Et il y avait un côté qui était un peu moins friendly de mémoire dans ce match-là, notamment par rapport à Shaq. Tous ces beaux souvenirs, évidemment, de jeu, mais on va parler, Théo, tu sais qu'on, comme toujours, vous savez qu'on élargit le propos à d'autres choses. Théo, tu avais peut-être un truc que tu avais envie de nous raconter, peut-être évidemment musical, parce que les All-Star Games, il y a de la musique toujours. Bah moi c'est pour les hymnes, c'est l'hymne le plus dingue moi que j'ai jamais entendu un All-Star Game, c'est celui de Marvin Gaye, 1984 si je me trompe pas, où il chante l'hymne américain et tu te dis mais c'est quoi cette nouvelle chanson? Tu captes même pas que c'est l'hymne américain en fait si t'écoutes et en fait c'est bon, je crois qu'on a déjà parlé de Marvin Gaye à plusieurs reprises dans le culture, mais c'est un artiste moi que je trouve fascinant. Il y a un documentaire, je sais pas si tu l'avais vu ce documentaire Pierre où il a été suivi par une équipe de Belgique en fait, il s'est retrouvé à vivre 6 mois, un an en Belgique, je sais plus pour quelle raison, à Ostende. À Ostende. Et il y a une équipe qui le suit. Voilà, il rentre dans des pubs, il parle, il répète allongé dans un canapé avec une voix de. Tu dis, mais comment on peut chanter aussi bien en étant allongé? Ça n'a pas de sens. Et à un moment, il rentre dans une église et il se met à chanter un cantique religieux. Et c'est complètement fou parce qu'en fait, il pouvait pas chanter autrement qu'avec sa voix. Enfin, ce que je veux dire par sa voix, c'est avec son style, en s'appropriant les choses. Et pour moi, son hymne national, c'est exactement la même chose. T'as l'impression que c'est un morceau qui a été coupé au dernier moment de l'album I Want You d'un de ces enregistrements-là. Et moment incroyable pour moi. Et il n'y a rien derrière. Si tu écoutes bien, il y a un beat derrière. La NBA avait sorti un CD, je ne sais pas si tu te rappelles, pour les 50 ans, un coffret où il y avait tout un livret et il y avait un CD, et il y avait plein de musique dessus. Alors l'introduction des Bulls, quelques captations télé ou radio de l'époque des grands moments, le Havlicek Stole the Ball, des choses comme ça. Il y a le Rock and Roll Part 2, je sais plus lequel, de Gary Glitter, le fameux hymne de la victoire de tout le monde. Et le disque commence avec l'hymne justement de, de Marvin Gaye. Et encore une fois, tu vois, c'est un disque qui est essentiellement musical, mais tu peux le mettre dans une playlist. Avant que les gens se rendent compte, à moins de connaître évidemment les paroles par cœur et d'avoir ce clic tout de suite, que c'est l'hymne américain. Et il y a juste un beat derrière. Et lui, il arrive tranquille. Ça fait comme un Milord. Mais alors, Ah bah oui. avec ses lunettes fumées, là, enfin, le Marvin des années 80, et ouais, il assoit tout le monde, en fait. C'est-à-dire, t'avais même envie de dire, bon, bah, on arrête, c'est bon. Allez.
Ouais, c'est Puis, ça. Et gros fan de basket, vraiment, Marvin Gaye, il a même failli participer. Il avait failli, enfin, il avait été approché pour mettre des fonds dans une des équipes de la ABA de l'époque. Et je crois même je me demande s'il n'avait pas fait des essais. J'ai vu récemment, juste avant le dernier Super Bowl, qu'il y a une année où il a même fait des essais avec une équipe de NFL. Alors, je sais plus laquelle, tu vois, c'était ah au ouais. training camp. Et je pense qu'il avait pas le niveau, hein, très honnêtement. Mais voilà, c'est un mec, en tout cas, qui, au-delà de tout ce qu'il pouvait faire dans un studio d'enregistrement ou sur une scène, se voyait ou du moins se rêvait aussi en athlète et avec une vraie affinité pour le basket. Alors moi, j'en ai déjà parlé quand on a fait une soirée, un podcast What Were You Thinking, mais je suis obligé d'en reparler. Tu parles du meilleur de l'hymne, moi je vais te parler du pire, de nouveau. Fergie qui pète un câble et qui crie à la fin Let's play some basketball. Et là, par contre, autant quand ça s'arrête, Marvin Gaye, tu dis encore, là, tu dis merci, quoi. Tu dis on y va. Et je pense que les joueurs ont jamais été aussi contents de commencer un match et emmerdés. Parce que faut savoir que l'hymne américain, c'est un moment. Et tu parlais du Super Bowl, c'est très juste. Combien d'images on a vu le Super Bowl où tu as les joueurs carrément avec la tension et tout, ils pleurent pendant l'hymne. Ils sont complètement subjugués. Moi, le Super Bowl, Whitney Houston qui chante. Voilà, c'était beaucoup plus orchestré. C'était vraiment un truc Disney, tu vois. Mais alors, aucun sens. La manière dont Whitney Houston chante l'hymne, c'est formidable. D'ailleurs, tu l'as regardé le Super Bowl? Non, j'ai pas vu celui de cette année, trop la Ah, tête non. dans le bouclage. Je sais que Charles Ah, il était à fond devant, mais non, j'ai pas vu le nouveau d'accord, titre j'aurais aimé des avoir Chiefs. ton avis sur le halftime show de Cher, c'est pour ça. Alors moi, le dernier que j'ai vu de Halftime Show vraiment en entier, c'était celui de Dre, qui était incroyable. Je Mm. l'ai même montré à mes gamins tellement il était fou. Tu sais, j'avais les frissons alors que les morceaux, je les connais par cœur, je les ai entendus 2 millions de fois. L'enchaînement, je l'ai trouvé magnifique. Mais celui de Cher était vision très très bien. J'ai entendu une analyse. Je l'ai pas, tu vois, j'ai pas vu le show, mais j'ai entendu une analyse détaillée dans un podcast que j'adore là, qui s'appelle de Juan Epstein. Je sais pas si toi tu l'as vu. Qu'est-ce que tu en as pensé Ouais, de... moi j'ai vu tout le match. J'ai vu. Ouais, 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 c'était intéressant. Bah, c'est toujours pareil. Alors, ça tourne un petit peu à Star 80, hein, ce truc, parce que c'est Ouais. pareil, hein. Le truc à LA avec toute la bande de Dre, de machin, Mary J. Blige, on a l'impression qu'elle va tomber par terre toutes les 2 secondes. L'autre qui fait des pompes à l'envers. Enfin bon, c'était un peu. Donc, Usher, c'était un peu pareil, mais par contre, il y a une scène ultra cocasse. Je sais pas si tu as entendu ça. En fait, tu sais que Cher est la voix masculine sur l'un des plus grands morceaux de tous les temps, If I Ain't Got You d'Alicia Keys. Et donc, il avait des invités, il y a Ludacris, il y a Lil Jon, etc., qui sont là. Et à un moment donné, bon, il y a une transition parce qu'il a tellement de hits, Cher, qu'il chante tout pendant 15 secondes. Et il y a une transition où soudain rentre un piano et Alicia Keys est là. Et elle fait une pause et elle lance la première note du refrain de If I Ain't Got You. Pote, elle lance ça comme moi, je lance une passe dans les tribunes, tu vois. Elle balance une note, mais fausse à mourir, les 2 premières. Et à tel point, et c'est pour ça que j'en viens là, la NFL a remonté le halftime show pour le mettre sur YouTube et tout, et a mis les 2 premières notes du disque. C'est vrai? Ils ont fait un montage pour que ça soit juste. C'est fou ça. Ah, et tu trouves ça sur le vrai passage et si tu regardes en replay sur Bein, etc., tu verras les 2 premières notes où vraiment tu fais wow! Bon, après, elle te rattrape. Et eux, ils l'ont recadré derrière. La honte à ce niveau-là. Et donc, Fergie, elle, n'a pas été remontée il n'y a pas eu de final cut pour elle. Il y a un final cut tout court sur sa carrière parce qu'après ça, ça a été catastrophique parce que les images de tous les gens dans le public qui commencent à prendre un fou rire, cet enfoiré de Steph Curry, puis lui, alors, il se gêne pas, il pète de rire. C'était mais quel calvaire, quoi. C'est Mais je crois n'importe. qu'elle est dans le nouveau Larousse illustré à l'entrée gênant. Je crois qu'elle a la tête de Fergie maintenant d'ailleurs. Je sais pas, c'est possible. Mais elle a gêné la gêne elle-même, tu vois. C'est-à-dire que C'est trop pour la gêne, elle dit c'est trop pour moi. I'm out. la gêne, la gêne a dit ah ouais, bon, there is a new sheriff in town. C'est ça. Bon, ben, on va continuer. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, ouais, on parlait de Fergie, tu dois avoir d'autres choses. Dans les gens qui auraient mieux fait de s'abstenir, dans les musiciens, mais c'est pas grave, c'est J. Cole qui a voulu faire un dunk une fois, bon, il s'est planté.
Ouais. Fallait pas. Non, je me rappelle. Mais en fait, je voulais déjà le sortir la dernière fois. Je me rappelle plus. Il y avait. En fait, je me rappelle plus quel était le groupe. Je sais que c'était le All-Star Game de Philadelphie où il y a. Eh ben, je me demande si c'est pas Destiny's Child tout simplement qui chante et où elles ont des robes jersey aussi. Mais dedans, il y a un jersey des Lakers, ce qui fait que toute la salle se met à huer Ah oui? Ah, la je me rappelle pas. prestation, juste parce qu'il y en a une qui a un jersey des Lakers. Et si je me trompe pas, alors si je me mélange dans les années, n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a le fameux le All-Star à Philadelphie où Kobe Bryant est MVP du Ah All-Star oui, Game dans ça, sa oui. propre ville et où il se fait copieusement huer Ça à va la être fin dur. par le public. Un All-Star Game, sachant que c'est quand même pas les, c'est pas les, Ouais, ouais, genre, ouais. c'est pas les publics col bleu qui vont se payer les places pour être dans la salle au All-Star Game, quoi. Donc c'est un Ouais, moment c'est quand pas même les où je plus m'étais dit, hardcore, ouais. c'est complètement dingue, quoi. Mais par contre, tu parlais de robe jersey. La robe jersey la plus iconique de toutes, c'est évidemment Maria Carey en 2003, qui a la robe des Wizards numéro 23, puisque c'était un hommage à Jordan. Ça, c'était quand même quelque chose. Ils sont forts pour ça, les Canaries. Ils C'est sont clair. trop forts. T'as autre chose en musique? Moi, sinon, j'ai un autre truc, parce que quand même, qui dit Vas-y, ouais. All-Star Game, dit chaussures. Évidemment. Complex a fait un petit classement là, des 10 plus grands modèles de l'histoire du All-Star Game. En numéro 1, ils mettent la Composite Galaxy, qui avait été portée par Rajon Rondo, parce que qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui ressort cette année normalement. En numéro 2, la Jordan 11 Columbia, la blanche et bleue, bien sûr. Moi, il y en avait deux qui m'avaient plu et je voulais te les montrer. C'était la Composite portée par Peña Hardaway, Ah la ouais. toute première, la Composite All-Star. Voilà, noir-blanc, avec du bleu ciel sur le côté et sur l'avant. Voilà, je trouvais que c'était un super modèle. Et puis, traditionnellement, il y a toujours les modèles All-Star. Vous les retrouvez en ce moment d'ailleurs un petit peu partout sur ce 2024. Et je trouvais qu'il y avait un super packaging sur la première chaussure de Kyrie Irving, parce qu'elle était sortie je crois, sur l'année où il y avait celui à New York. Il jouait à Cleveland, mais tu vois, il avait mis la carte de New York derrière en prévision. Et la chaussure, bah, c'est pas la plus discrète du monde, mais moi, la Kyrie One, c'est celle que j'avais préférée. Tu vois, mise comme ça, alors, avec le côté un petit peu Madonna dans Erotica derrière. Hein, un petit peu graou graou comme on dit, mais voilà, j'aimais bien la semelle comme ça avec les reflets violets. C'était encore une fois avec le 2 derrière. Voilà. Chouette chaussure, la Kyrie 1 All Star. Allez, du coup, je vais sortir une anecdote sneakers quand même, parce que j'aurais dû y penser même. C'est le All-Star Game 95. Scottie Pippen, MVP du All-Star Game, j'étais trop content parce que c'était vraiment un de mes joueurs préférés. Et il joue avec sa paire de Nike rouge flamboyante, qui avait été d'ailleurs, je me demande si la NBA après lui avait pas interdit de les porter pendant les Ça matchs de avait saison été, régulière. on avait vu que ça. Voilà, Quel coup de exactement. génie, quoi. J'avais adoré, quoi. Adoré. D'ailleurs, Et ça a tu été. vois, All Star Ah Game, oui, c'est j'avais pas vu ta casquette. Très beau. qui est d'origine, hein, qui est d'époque. All Star Game Waouh, alors Phoenix, attends. Donc c'est 95. de quel All-Star? C'est la casquette de quel All-Star Game 95. celle-ci? 95. C'est Magnifique. celle-là. Il y a même les dates dessus, je crois. Février 10-12-95. Voilà. Phoenix d'époque. Super OG, comme classe. on dit. Et c'est même pas ma relique. C'est même pas ta relique. Tu vas me sortir les. Parce que c'était dans mes autres souvenirs, parce que tu me parles de sneakers, donc allez, je le dis quand même. Concours de dunk pour lequel j'étais à fond derrière Sean Kemp en 91. Et finalement, c'est Dee Brown qui gagne avec son fameux coup de pump sur ses Reebok et son dunk aveugle, qui est beau, mais que j'avais trouvé surcoté par rapport aux performances de Sean Kemp sur ce concours. Très beau Dunk, style, très belle opération promo de com. Je pense que. Dunk aveugle, c'est comme amenez-moi, je veux voir. Donnez-moi le bandeau de Cédric Ceballos et on en reparle après. Attends, il était Je venu veux le avec. mettre. T'as pas vu? Il y a des images de lui qui conduit sa voiture pour venir à la salle avec. Je pense que c'était. Je le veux sur mes yeux pendant que, à mon avis, il tape des mails avec, quoi. Je sais pas si tu te rappelles de ce concours où Baron Davis avait voulu faire pareil. Tu vois carrément qu'il soulève le. Oh. Il soulève le bandeau pour voir où il est et tout. Il a le truc à la moitié du front. C'est tellement ridicule. Ah putain, mais c'est vraiment ça. Ça, c'était. Plus, le dunk est moche, limite. Si tu veux faire un spectacle. Mais Ouais, oui, sa oui, chaise Dee était mieux Brown, bien réussie. sûr. Par contre, la photo la photo de Dee Brown, elle est plutôt chouette, tu vois. Ouais. Où en plus, il est un peu penché en l'air. Oh non, non, c'est une belle photo.
Carrément. J'en profite pour replacer une autre phrase de Larry Bird suite à ce concours de dunk. Un journaliste qui demande à Larry Bird, ça vous plairait d'avoir la détente de Dee Brown? Et Larry Bird qui dit, je préfère avoir le shoot de Larry Bird. Il se barre. Allez, bonsoir. Ouais, mais en même temps, tu poses des questions comme ça, ces gars-là, tu sais très bien ce que tu vas te prendre dans la gueule. Tu sais très C'est bien ce que clair. tu vas te prendre. Ça c'est comme quand tu posais des questions à Zlatan Ibrahimovic, tu savais tu vois, tu savais ce qui allait te revenir. Mais bon, c'est pour ça qu'on les aimait bien. C'est pour ça qu'on les aimait bien aussi. Cette année, ouais, il y a des beaux modèles par contre All-Star. Et parmi ceux-là, il y a la réédition de la quatrième chaussure de Kevin Durant, la KD4 Galaxy également, qui rendait hommage au Kennedy Space Center. Et puis, c'est enfin la sortie de la première chaussure signature de Devin Booker, la D-Book One, coloris Mirage qui s'appelle. Et enfin, on va pouvoir mettre la main. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit unboxing très bientôt sur ces deux modèles, sur l'Insta de Rivers, pour vous montrer ça. Parce que cette D-Book One qui ressemble à une Air Jordan, à une Blazer, à une Air Force One et tout, je suis très, très impatient de la voir, de la toucher et de voir si ça vaut le coup de voir. Alors, je ne vais pas, je vais pas encore l'essayer, mais en tout cas, on va vous la montrer et on vous fera un report après de ce que ça vaut en match. Super, on enchaîne avec les coups de cœur de la semaine ou t'avais encore des Non, trucs non, c'est All-Star bon, Game, on peut y Pierre? aller. On peut y aller. Qu'est-ce que t'as de beau pour nous cette semaine dans tes coups de cœur? Alors, tu sais que j'ai un groupe que j'aime beaucoup, je t'en ai parlé, c'est Black Odyssey. Je t'en ai Oui. beaucoup parlé. Mais seulement Black Odyssey, c'est pas facile d'attraper les vinyles. Et j'avais chopé le, le Black Vintage, le premier. Et là, j'ai réussi à choper le Diamonds and Freaks. Oh, Alors, chapeau. ouais. Alors, regarde bien le truc. Alors, tu vois, ça s'ouvre comme ça. En fait, tu as 4 chapitres, en fait, avec un certain nombre de titres, ce que tu ne vois évidemment pas sur la version numérique. Et donc, les 4 chapitres sont là. Et donc, tu as les 4 chapitres qui peuvent te faire 4 pochettes différentes. Alors, je te laisse voir la qualité des pochettes que tu peux avoir. Les clichés sont juste fous. Donc, que tu peux insérer sur la pochette de devant. Et comme Black Odyssey, ils se sont dit, ça c'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux? Alors déjà, tu as ce genre de goodies là, mais c'est juste magnifique. Ils te mettent un bouquin comme ça, avec Waouh, les c'est paroles avec les paroles. manuscrites, d'autres photos. Enfin, on dirait le catalogue d'une expo, tu vois. C'est magnifique, hein. Regarde ça. Enfin, la qualité est belle. Et pour ne rien gâcher, bien évidemment, le disque est comme ça. Donc, tu vois, c'est un disque qui vaut dans le commerce, j'ai réussi à toucher à 39 euros. Alors, c'est une somme, mais aujourd'hui, pour 39 euros, tu as des disques qui sont simples, tu n'as rien de spécial dedans, sur des rééditions. Voilà, c'est une première édition par contre. Chapeau à eux. Bon, l'album, c'est une merveille absolue. Mais l'objet est superbe. Donc, continuez. Théo vous le dit chaque semaine. Si vous achetez des disques, continuez à acheter des disques. Et d'ailleurs, dans le Hangtime Radio Show de cette semaine, le morceau de Hoop Culture, c'était El Leon de ton ami Crime Apple. Crime Apple, exactement. Donc, on a joué ça cette semaine. Voilà. Et donc, tu vois, on peut choisir la pochette qu'on veut. Et c'est un objet magnifique pour décorer chez vous. Black Odyssey. Et franchement, le disque est moche, c'est pas grave. L'intérieur est superbe. Superbe. Oui, bah, c'est toi qui m'avais fait découvrir ce disque, et c'est vrai que ce concept de couverture amovible, Kanye West avait fait ça avec son Dark, je me rappelle jamais ce que Oui, c'est, c'est le pas les Dark premiers. Fantasy, là. Pareil, tu Oui, pouvais c'est pas les choisir... premiers à le faire, bien sûr. Mais... Non, non, mais c'est assez rare, et puis c'est vrai que les photos que tu montrais à l'instant sont vraiment magnifiques, quoi. Oui, oui, c'est rare, en tout cas sur un projet un peu underground comme ça, indépendant, de sortir de tels objets pour encore une fois à un prix qui est somme toute normal, on va dire. Même si c'est quand même 40 euros un disque, c'est pas donné, mais c'est un double disque, il y a je ne sais combien de morceaux dessus, il y en a presque 18. Voilà. Superbe projet. Black Cool, et Odyssey, ben moi, Diamonds and Freaks.
Moi aussi j'ai un disque. Alors j'avais parlé du premier single quand il était sorti, puis j'avais présenté le single et le clip. C'est l'album de Danny Dan, des Sages Poètes de la Rue, avec le Ouais. producteur français Kyo Itachi. Donc un album qui s'appelle Pièce montée et qui vient il vient tout juste de paraître. Je crois qu'il est sorti vendredi dernier ou quelque chose comme ça. Moi je l'avais précommandé. Celui-ci est fermé parce que c'est cadeau de Noël pour mon gars sûr Harry à qui je passe le bonjour. Je lui ai mis de côté. Et très bon album. J'ai pas eu. Alors pour l'instant, j'en suis aux premières écoutes. J'ai pas eu le temps de rentrer vraiment complètement dedans. Mais moi, j'ai été ravi de réécouter Danny Dan à ce niveau-là. C'est un des rappeurs français qui m'a le plus marqué. Dans les années 90. Je trouve qu'il a toujours le même flow, la même prestance, la même classe. Et les prods de Kyo Itachi fonctionnent vraiment parfaitement. Petit regret peut-être pour l'instant sur ses premières écoutes, c'est que j'ai pas trouvé que les featuring apportaient énormément de choses. Il y en a pas beaucoup. Il y en a que trois de mémoire. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas été forcément un argument qui m'a plus plu. J'ai trouvé que Danny s'en sortait plutôt très très bien tout seul. Et ouais, pour l'instant, sur les premières écoutes, je suis assez conquis par ce nouvel album de Danny Dan. En tout cas, je ne sais pas si leur ego est surdimensionné, mais le fait d'avoir mis deux GOATs derrière eux, je ne sais pas si c'était un message ou quoi que ce soit, mais c'est Ah bah, je ambitieux. pense. Je Oui. pense que c'est un peu ça. Voilà, GOAT. Après, bon, c'est compliqué, hein. On va pas faire un. Faudrait qu'on fasse un spécial rap français un jour, mais ça va être peut-être compliqué, hein, parce que moi, j'aurais pas que des choses positives à dire, mais Danny Dan est dans ma liste des GOAT français, à moi en tout cas, il en fait partie. Alors tout ça est, on va dire, convaincant et bien pensé. Et alors j'en avais un autre, mais alors pour le coup, c'est pas de la musique, c'est un documentaire sur lequel je suis tombé par hasard sur Netflix. Un documentaire sur deux frères skateurs qui s'appellent. Putain, c'est fou, j'ai un trou de mémoire énorme, je vais le retrouver tout de suite. C'est les frères Jazz Papas et Ben Papas. Alors je connaissais pas. Moi j'ai fait du skate quand j'étais gamin et puis après je suis passé à autre chose donc j'ai pas suivi. En fait j'ai complètement raté le moment où eux sont entrés dans la scène. Pour que je t'explique un petit peu, c'est deux Australiens qui se décident de traverser l'Atlantique en se disant on va aller battre Tony Hawk et tous les meilleurs skateurs du moment et qui au bout du compte y arrivent, y parviennent. Euh, Attends, je vais te redire tout de suite le nom du documentaire. Voilà, ça s'appelle All This Mayhem, tout ce bordel en gros, All This Mayhem. Et leur histoire est folle, elle est complètement tragique, elle est hyper dure. Mais moi, j'ai été pris dedans complètement. Tu vois, voilà, c'est sur le skateboard, en gros, du milieu des années 90. C'est là où ils ont leurs grandes heures de gloire. Et tu vois un petit peu comment ils ont pu révolutionner en partie le skateboard qui se faisait à l'époque et l'amener dans une ère plus moderne. Je suis pas, encore une fois, je suis pas un expert, hein, mais voilà, de ce que j'ai retenu en tout cas du documentaire. Et pour moi, qu'on avait fait pas mal quand j'étais môme. En tout cas, voilà, je vous conseille ce documentaire All This Mayhem sur les deux frères Papas. Par contre, ouais, voilà, comme je te disais, c'est assez tragique, c'est vraiment dur, notamment à la fin, elle est un peu à couper le souffle, mais j'ai trouvé ça passionnant. Eh ben, on va aller regarder ça, de quoi encore une fois, des bonnes choses pour les yeux et pour les oreilles. On enchaîne, genre, je sais pas si t'avais un coup de gueule, moi j'en avais pas particulièrement cette semaine, je t'assure. T'en as Enfin, jamais, t'es trop mignon, mais t'es un petit barbe à papa, t'es trop c'est mignon. vrai, un barba T'en as papa. jamais. Ça c'est bon ça. Barba Théo, on va t'appeler. Voilà, voilà. Mais je sais pas si c'est vrai que c'était à moi de trouver un coup de gueule cette semaine. Moi, Ouais, mais t'en as pas, honnêtement, je sais que j'y arrive pas. Je sais, c'est si, trop pour toi. il y en a marre du MOOC River, ça prend trop de temps dans la vie. Ouais, ça, j'ai un coup de gueule là-dessus. Je veux dire à On, Julien De on- Chutner, à Guillaume Laroche, que ça suffit. Ces cadences intenables et infernales, il y en a marre. on s'en rappellera quand tu seras viré. Non, mon coup de gueule, alors mon coup de gueule, il vient d'un coup de cœur. J'étais super content de voir Shaq et de voir son maillot retiré à Orlando. Mais pourquoi tu ne fous pas la typo de son maillot sur le maillot retiré? C'est-à-dire qu'ils ont mis le maillot blanc que tu adores, pinstripe, avec les. On sait que tu n'aimes pas les rayures, mais ils mettent un 32 qui n'a rien à voir avec le 32 qu'on connaît, là, écrit comme ça. Son maillot a été retiré au Heat avec son vrai maillot, le 32 du Heat. Il a été retiré aux Lakers avec la typo du 34 des Lakers. Et là, c'est une autre typo horrible qui n'a rien à voir avec son maillot. Je comprends pas. Ça m'a gâché le truc. En plus, lui, il avait un espèce de blouson avec marqué O'Neal derrière, le fameux 32. Nickel. Et ça, c'est pas calé dessus. Je sais pas qui a eu cette idée, mais quelle drôle d'idée. Surtout que c'est le premier maillot retiré. C'est bon. Bon, voilà. Bref, c'est certainement un choix de typo de la part de Nick Anderson. Merci, merci.
Bon, bah, j'espère qu'ils auront corrigé Encore à ça au moment côté. de retirer le maillot de Bo Outlaw ou de Pat Garrity, C'est ça. qui sont les prochains sur la liste, C'est d'après ce pas qu'on me de dit dans Gareth. l'oreillette. Oh putain, quelle horreur. Ouais, non, mais j'étais déçu quand ils l'ont monté. Je m'attendais à voir ce beau truc et je vois ce petit pot dégueulasse là. Pff, ouah, c'est pas essentiellement très très grave, mais ça m'a cassé. Je comprends complètement. Allez, ta relique. Alors ma relique, puisque t'en parlais tout à l'heure, pardon en disant que tu avais placé un morceau de son album El Leon dans la playlist de Hangtime. Moi, je vous sors mon album préféré à ce jour. Alors, j'en ai plusieurs que j'aime beaucoup, mais celui-ci, je pense que c'est mon préféré de Crime Apple, le rappeur dont je vous parlais la semaine dernière. C'est son album intégralement réalisé et produit par le producteur Big Ghost Ltd. Je crois que vous en avez déjà parlé quand je vous avais parlé d'un disque de Conway. Voilà, ce disque sorti chez Dope qui s'appelle attends, je me rappelle jamais. Aguardiente, voilà. L'alcool sud-américain. Je le trouve assez extraordinaire. Il y a, juste pour l'anecdote, il y a un moment où ils ont placé une de mes phrases préférées des Sopranos, donc j'en dis pas plus. Si vous êtes fan de la série Les Sopranos et que vous aimez bien Paulie, je pense que ça vous fera bien marrer de trouver la phrase qui a été choisie par Crime Apple et Big Ghost. Donc cet album, Aguardiente, j'avais pas mal galéré pour le trouver, je te le cache pas, en vinyle, parce qu'il était sorti, pareil, c'est des éditions limitées, j'étais arrivé un peu tard, mais j'étais très ravi de tomber sur Waouh, la version que j'avais bien aimée, voilà, c'est version toujours bleu plaisir de voir turquoise, un joli disque comme ça. très belle, voilà, sur le label Dope, qui est une espèce de... Je pense que c'est eux qui ont lancé en gros cette mode des séries limitées, très limitées en vinyle avec différents coloris, différentes covers parfois. Donc je suis pas mécontent d'avoir réussi à mettre la main sur ce Aguardiente. Mais peut-être que c'est la couleur de la boisson aussi. C'est possible, il y avait plusieurs coloris, puis je t'en montre deux autres quand même de Crime Apple si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Il en a sorti deux très bons avec DJ Muggs de Cypress Hill. Alors, Hop si là, vous pardon, cherchez j'ai la Crime caméra Apple, qui tombe. je me permets de préciser, c'est en un seul mot, hein, si vous le tapez pour le chercher. C'est pas, Ouais. c'est pas Crime et Apple derrière. C'est Crime Apple tout court. Et le nom n'a pas vraiment de sens, hein, c'est la Aucun. pomme du crime. Voilà, et Ok. donc ça c'est son album, l'album qu'il est sorti avec DJ Muggs, voilà, celui-ci qui s'appelle Sous l'assassin. Medalio. Mmh. Voilà, et il en a sorti un deuxième il y a un an ou deux qui s'appelle Cartagena. Voilà, toujours intégralement produit par DJ Muggs et les deux sont très très bons. Là, je pense que si vous chopez Aguardiente et les deux produits par DJ Muggs, vous aurez une petite idée de ce à quoi ça ressemble du côté de Crime Apple. Très joli. Très joli. Moi, je reste dans ma thématique All-Star Game, puisque moi, j'ai bossé. Ouais, ah ouais, ça va, hein. Moi, Vous savez, les coups bas, on avait dit en off les coups bas, Pierre. On avait dit moi, en j'ai off. moi, j'ai pas 240 pages de MOOC à boucler, donc laissez-moi tranquille. J'ai donné mes pages déjà. Ah oui, c'est clair. Euh, un joli petit t-shirt, regarde. Oh non, mais toi, tu sors des dingueries à chaque semaine, là. C'est pas possible, ça. Voilà, hop, je mets ça sur le micro, avec le logo Air Jordan sur le côté. Alors, il n'est pas de 1988 ce t-shirt, mais je crois qu'il est sorti en 91 ou 12. Voilà. Il est Quand même. magnifique. Ah ouais, il est super beau. Il est super beau. Il a plus de 30 piges, donc il commence à se craqueler un petit peu. Mais je trouvais que l'ensemble, le logo, les deux ballons sur le côté, là, étaient superbes. Voilà. 1988, Slam Dunk Champion. Qu'est-ce que tu prends soin de tes. À chaque fois que tu sors des trucs, j'ai l'impression que ça sort de chez le pressing. En fait, non, ça date de 95, 98, c'est complètement dingue. Ouais, ouais, je fais attention. Je suis comme toi avec tes vinyles, précautionneux. Et alors, je sais pas si. J'essaie de vérifier en même temps parce que le logo, là, me faisait penser au. Le film School Days de Spike Lee, mais je sais pas pourquoi. Non, en fait, je regarde la cover, il n'y a pas vraiment de rapport. Je sais pas pourquoi. C'est la manière Oh, dont ça était peut être, vu que orchestré, c'était mais je en pense pas qu'il y ait de référence forcément. Mais 88, on est en plein dans la période où Spike Lee commence à faire les pubs, hein. C'est cette période-là, hein. C'est l'année de la Jordan 3, 3, 4, 5, 6. Donc, il peut y avoir une petite inspiration, une libre inspiration. en tout cas, il est magnifique. Et celui-là, tu l'avais touché où du coup? Tu l'avais trouvé en France ou tu l'avais trouvé aux Non, non, je l'avais États-Unis, trouvé aux États-Unis. aux Dans un États-Unis? Foot Locker, ouais, ouais, aux États-Unis, à l'époque où on trouvait des trucs complètement dingos. On trouve plus rien maintenant, il n'y a plus rien d'intéressant, c'est fatigant.
une tristesse. Tu Mais même trouves la là-bas, même... quand je dis Ouais. on trouve rien, je parle pas d'ici, je parle qu'on trouve, tu l'as dit, la même chose là-bas qu'ici. Déprimant quand tu arrives aux États-Unis en espérant trouver des choses. Même les NBA Store et tout, tu que du tout venant un petit peu, tu n'as aucune pépite, quoi. Hmm. C'est très difficile de trouver quelque chose de pépitesque. Mais bon. Pour trouver des trucs pépitesques, il n'y a qu'une seule solution, hein, c'est d'écouter le Hoop Culture chaque semaine. Je pense que c'est la meilleure solution. Oh là, c'est une chasse au trésor. On se retrouve la semaine prochaine, Pierre. Avec grand, grand, grand plaisir. Et moi, je vais aller m'entraîner un peu sur mon tir à 3 points parce que je sens que Sabrina Ionescu, je pense que l'an prochain, je peux la prendre. Ben, va t'entraîner. On arrive. L'an prochain, j'aurai un t-shirt de bientôt avec marqué 2025 Three Point Champion. Exactement. Barbateo, Three Point Champion. Allez, on y croit fort. Merci à tous d'être avec nous et puis on vous dit à dimanche prochain. On espère que vous aurez kiffé votre week-end de All-Star Game. Les matchs NBA reprennent très vite et nous, on vous rejoint dimanche prochain. Ciao. Salut.